Nous allons maintenant écouter Jean-Louis Janel nous parler des Jardins du Luxembourg en mai 1968. Un texte qui a été recueilli avec La vérité et les mythes dans ce volume publié au Mercure de France. Alors, je me suis d'ailleurs trompé sur la date. Tout à l'heure, j'ai dit 1977, mais en fait, c'est 1979, l'année même où un hommage lui était rendu au centre Georges Pompidou. Alors, Jean-Louis Janel, vous le savez, d'abord, c'est un ami et un collègue, puisqu'il enseigne la littérature du XXe siècle à la Sorbonne. Il a beaucoup écrit sur Malraux. Il a publié notamment Ciné Malraux, essai sur l'œuvre d'André Malraux au cinéma, et Films sans images dans la collection poétique en 2015, une histoire des scénarios non réalisés de la condition humaine. Et à partir de Malraux, il a aussi mené une réflexion sur l'écriture des mémoires au XXe siècle, Déclin et Renouveau, publié aux éditions Gallimard en 2006. Il est également le coéditeur des Mémoires de Simone de Beauvoir, en 2 volumes dans la Pléiade, publiés en 2018. Et à ce titre-là aussi, il a dirigé le Cahier de Lerne consacré à Simone de Beauvoir, co-dirigé, donc volume publié en 2012. Voilà, et bien maintenant, oui, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas d'enfant, donc est-ce que je peux avoir un peu plus de temps que les bons pères de famille ou pas? Ce serait une bonne... C'est une demi-heure au total. D'accord. Voilà. Question comprise. Bon. Alors, question comprise. Oui. Donc, il n'y aura pas de questions. Alors, je vais commencer en parlant du pas de deux qui unit Malraux et Picon, et je voudrais mettre l'accent ici sur le moment le plus fascinant à mes yeux, qui est survenu un peu moins de 2 ans après la démission fracassante de Picon, donc en 66. Ce moment, donc, c'est mai 68, qui correspond dans les 2 cas, pour les 2 hommes, à un moment de liberté retrouvée. Alors, bien sûr, Malraux se trouvait encore aux affaires lorsque éclate la révolte étudiante, mais pour une très courte période. Lorsqu'il fait paraître en 75 Hôtes de passage, et je vais parler du 3e chapitre de Hôtes de passage, puisqu'il porte sur un dialogue daté du 6 mai 68 avec un ancien camarade de la guerre d'Espagne qui est retrouvé au ministère de la Culture, où Malraux se trouve. À ce moment-là, l'ancien ministre de la Culture se montre un petit peu en retrait, mais il le sera complètement en 75. Il est totalement retiré des affaires. Cet ancien camarade Max Torres est un personnage assez hybride, inventé pour les besoins du parallèle entre la lutte antifasciste des années 30, dont Malraux a été l'un des plus célèbres représentants, et la version dégradée, à ses yeux, qu'en donne à la fin des années 60 la jeunesse qui est lancée à l'assaut de quelques rues, rive gauche, et où la réinterprétation marxiste de la dialectique hegelienne fait cause commune avec l'inconscient freudien, mais qui est renversé, mis au service de la libération sexuelle, ce qui est un contresens aux yeux de Malraux. La forme dialoguée de ce chapitre, donc dans chapitre 3 de Hôtes de passage, permet à Malraux de mettre l'exaspération teintée d'ironie assez caustique que suscite cette agitation étudiante au compte de son interlocuteur, donc Max Torres, et de se ménager une certaine distance, une prudence en quelque sorte sur cet événement. Alors même qu'à l'époque, il a combattu, bien sûr, ce mouvement, en se retrouvant notamment au premier rang de la grande manifestation du 30 mai en soutien au général de Gaulle, qui marque le reflux de l'événement. Alors Picon, quant à lui, avait déjà repris sa liberté lorsqu'il écrit, dans la continuité immédiate des événements, ce récit dont je vais parler, Les Jardins du Luxembourg en mai 68, qui est consacré à un très court moment, situé vers les 4 heures de l'après-midi, mais on n'a pas plus de précisions sur la date, durant lequel s'interrompt, se brise une conversation qu'il a avec une femme dont l'identité nous reste mystérieuse. Je vais faire l'hypothèse que c'est Nelly Kaplan, mais on a beaucoup réfléchi à ça avec Martine Picon. Voilà, c'est très incertain encore.
Et face à Picon et à sa compagne, qui s'avance, alors toutes ces précisions sont importantes, il s'avance dos à l'observatoire dans la perspective tracée par cette allée de l'observatoire, en face duquel se trouve le palais du Luxembourg, dont à ce moment-là la façade vacille soudain, comme si elle était ébranlée par les batailles de rue à quelques jets de pierre de là. Et dans l'intervalle qui est laissé entre la phrase en suspens qui ouvre le récit, la phrase de Picon en suspens, laissée en suspens qui ouvre le récit, et le monologue final par lequel Picon tente, mais en vain complètement, de renouer le dialogue et le lien avec son interlocutrice qui réclame, qui reste indifférent, il y a toutes les répercussions de cette crise sur l'existence même de Picon, c'est-à-dire la prise de conscience d'un changement de régime historique, son décalage avec une génération qui réclame, je reviendrai sur ce point, de prendre ses désirs pour des réalités, et puis le désenchantement à l'égard de l'eschatologie révolutionnaire dont il avait traversé les 3 périodes, les 3 phases. Il y avait une phase esthétique qui a été celle de sa fascination pour le surréalisme, qui a été découverte sous l'influence de son frère, Pierre. Ensuite, une phase idéologique, en particulier sous la forme de l'antifascisme, auquel il a beaucoup adhéré, et puis une forme sociale et culturelle, ça a été tout son rôle décisif dans le lancement des maisons de la culture. Donc, mai 68, c'est un moment très particulier dans le croisement, le parcours croisé entre ces 2 hommes. C'est celui où, ayant mis un terme à cette collaboration très féconde, mais qui était devenue totalement écrasante pour Picon, qui désire passer de la critique à la création littéraire, les 2 hommes se retrouvent, paradoxalement, sans se voir ni se parler, mais uniquement en se tenant dans une sphère littéraire qui est celle de ce que Malraux appelle le temps des limbes, les limbes. Donc ni l'un ni l'autre n'ont été influencés par leurs textes respectifs. Ode de passage 3, je vais le désigner comme ça, et Les Jardins du Luxembourg en mai 68. En effet, en juillet de la même année, juillet 68, on l'a dit, André Dubouchet, Louis-René Desforêts, Bonnefoy refusent le texte de leur collaborateur à la revue L'Éphémère. Donc le texte ne sera pas publié, ce texte qu'il vient d'écrire à chaud, et c'est ce refus qui va entraîner, après un intense échange de lettres, le départ de Picon. Donc les Jardins vont paraître de manière posthume, donc dans La Vérité et les mythes, en 79, et lorsqu'il fait de son côté paraître Ode de passage, Malraux n'a pas eu connaissance du récit de Picon, qui est devenu de son côté un écrivain à part entière, notamment, je reviendrai sur ce point aussi, avec la publication d'Un chant de solitude en 68 et puis L'œil double 2 ans après. Donc c'est au moment où tous les ponts sont coupés que les 2 hommes parviennent à une parfaite communion d'esprit, leurs 2 textes se répandant, je vais essayer de le montrer, de manière très exacte, comme par télépathie, par le regard que tous 2 posent sur cette crise dont qu'ils avaient pourtant, on pourrait le penser, abordé des 2 côtés opposés des barrières, des barricades. Donc d'une certaine manière, il leur a fallu rompre pour parvenir à cette espèce de parfaite égalité d'esprit et de création, grâce à laquelle, on va le voir, se manifeste leur très profonde connivence intellectuelle et esthétique. Alors, Ode de passage 3 est entamé en 67, il est destiné à servir de point de passage entre les anti-mémoires, qui sont parus en 67, et puis ses suites. Au départ, il est question de beaucoup d'événements historiques. Il y a la guerre du Biafra, le printemps de Prague, etc. Et il y a même l'hospitalisation de Malraux en 72. Mais petit à petit, l'entretien va se resserrer de manière très forte sur mai 68. Les dates ont varié. On était en 67 au début, on va être en 68, puis tout d'un coup le 6 mai 68. Mais ça s'est imposé très tardivement au fur et à mesure de la jeunesse du texte. Et les processus civilisationnels auxquels Malraux s'attache depuis les anti-mémoires sont ici ressaisis à travers un prisme qui est unique, envisagé in medias res, le 6 mai donc, de manière très très ponctuelle. À l'inverse, Les Jardins du Luxembourg relèvent, et si l'on s'en tient là aussi à la genèse, de ce qu'on pourrait appeler un témoignage immédiat, même s'il y a un flou sur la date et sur l'interlocutrice, donc. Comme chez Malraux, l'événement historique est ressaisi
de manière précise, mais tenu à l'écart. Le ministre, de son côté, ne sort pas de la rue de Valois, de son bureau, même s'il reste très informé des événements parce qu'il y a les téléx de l'intérieur qui lui arrivent amenés par un huissier. Et puis Gaëtan Picon, lui, évolue, est presque immobile d'ailleurs, mentalement avant tout, entre les grilles du Luxembourg. Il est pris dans une sorte de triangle visuel formé par la perspective de l'allée, la contemplation donc, de la façade du palais qui vacille à ses yeux, et puis un jeu de regard avec son interlocutrice qui détourne le regard, puis revient, etc. Et tout semble figé dans ce jardin qui est d'une espèce d'inquiétante quiétude, qui est à peine troublée, je vais y revenir aussi, par le souvenir d'un jeune couple de révolutionnaires que Picon a vu quelques jours auparavant, qui s'élançait avec un couvercle de poubelle à la main pour se protéger, mais qui lui a semblé presque épique. Il y a tout un jeu entre une forme de tonalité épique et en même temps d'une espèce de burlesque de ce, très malrussien d'ailleurs, de ce couvercle de poubelle. Alors autrement dit, quoique très nettement distincts dans leur mode de rédaction et sans influence l'un sur l'autre, les deux récits ont en commun de se décentrer très légèrement par rapport à l'épicentre de la crise, le Palais Royal rive droite d'un côté, le Luxembourg rive gauche, et il s'agit pour eux d'affronter l'événement, les circonstances, mais en les saisissant depuis la marge, de manière à maintenir un regard critique, comme le signale d'ailleurs la proximité, c'est important, de lieux de pouvoir politique et artistique dans les deux cas. Il y a le musée du Luxembourg à la gauche du Sénat, pour Picon, et puis, bien sûr, le Louvre qui est face au Conseil d'État, qui sont les symboles d'une double continuité dont Malraux comme Picon se veulent les garants face à la contestation étudiante. Dans les deux cas, le récit, comme diégèse, est donc très fortement ancré dans un ici-maintenant, c'est une formule de Picon, mais qui vacille en tant qu'expérience vécue. Parce qu'il y a d'un côté une espèce d'anamorphose spatio-temporelle expérimentée par Max Thorez, de retour en Europe, mais qui est surpris par le spectacle, par exemple, que lui donne la Galerie d'Orléans, qui autrefois était pleine de photos des colonies. Et Max Thorez déclare à Malraux, tu te rends compte, des colonies, la pensée de mon temps me paraît aussi bizarre que ces photos-là, étrangères, insolites. Et de l'autre côté, il y a une espèce de brusque distorsion de l'espace et du temps que Picon subit sous l'effet donc de la secousse provoquée par la révolte juste à côté. Donc il y a une espèce de disochronie des deux récits qui est sapée par des décalages temporels, spatiaux, continuels. Et de cette perte de contact que tous les deux éprouvent, résulte un très profond scepticisme que Max Thorez revendique très, très explicitement. Il déclare en somme « Je ne crois pas à mon époque », agnostique de la vie pure et simplement, là où Picon subit ce scepticisme, lorsqu'il reconnaît notamment, je le cite, l'échec régulier de tous les espoirs mis en l'histoire et en conclut qu'il existe entre l'esprit et l'histoire un divorce fondamental. Reste que les deux textes se distinguent par leur composition, dialogique dans le cas de Malraux et rétrospective dans le cas de Picon, mais aussi par leur tonalité. Thorez, qui acte l'impossible dialogue avec la jeunesse, laisse libre cours à une très grande ironie, un dédain même, alors que Picon, à l'inverse, opère un double travail de deuil, d'une tonalité un peu sombre, puisque son désaveu de toute utopie révolutionnaire coïncide avec une discrète rupture amoureuse, et le suspens initial conduit notamment l'interlocutrice silencieuse à détourner la tête et à rompre le couple que tous deux formaient, d'où l'hypothèse Nelly Kaplan, qui effectivement était en phase très forte avec mai 68. Alors, un temps, note-t-il, Gaëtan Picon avait pensé écrire ses mémoires, mais ce projet a tourné court et laissé place à un récit très intime. Et il s'interroge, les préoccupations dans les jardins, les préoccupations politiques que j'avais eues, ne répondaient-elles pas, en effet, à une convenance sociale, à une sorte de politesse? Très belle formule. Alors, il avait pour titre ce texte Annexte. Et ce titre, envisagé pour un témoignage qui devait être consacré à ses lectures, ses amitiés, ses idées, dit de manière très très explicite le caractère très secondaire de tout ce qui excède à ce moment-là sa vie personnelle. Et sur ce point, Eau de Passage 3 et Les Jardins du Luxembourg se distinguent encore plus nettement que par la composition, la tonalité. Si la guerre d'Espagne constitue l'arrière-plan constant de toute la discussion entre le ministre et son ami, son ancien ami,
Cette guerre, elle n'est mentionnée que, entre parenthèses, par Gaëtan Picon, avec le Front populaire, la guerre, la résistance, afin d'illustrer ce qu'il appelle les instants d'une émotion active, participante, que certains événements lui ont donné. Or, la critique malrussienne de 68, elle s'explique par une conception alternative de l'intellectuel engagé, qui est une formule qui a été monopolisée par Sartre après la guerre, mais qui a été détournée très fortement de l'influence de la conception, l'implication physique, voire militaire, que Malraux donnait à cette image de l'intellectuel engagé. Et du coup, il se montre très hostile aux postures germanopratines de ceux qu'il qualifie d'âmes sensibles. Alors certes, Picon et Malraux n'entretiennent pas, du fait de leur parcours, le même rapport aux événements. Mais il y a une métaphore qui les unit de manière souterraine et très décisive. Au-delà de tout facteur d'ordre biographique, c'est la métaphore de la rive, que Gaëtan Picon mobilise dès l'entame des Jardins, puisqu'il veut traduire ainsi son incapacité à reconnaître un lieu qui lui est pourtant familier entre tous. Il écrit sur la Seine, donc la Seine qui est formée par ce triangle dans lequel il se trouve. Les choses se trouvaient seulement hors d'atteinte, un rivage sur lequel il nous semblait tout à coup impossible de prendre pied, lui et sa compagne. Et la métaphore est filée par la suite sous la forme de la rive, qui est devenue irréelle pour le naufragé qu'il est, nageant vers elle en vain, et que ce dernier n'a aucune chance d'atteindre. Et par un extraordinaire jeu d'écho, Max Thorez, le personnage de Malraux, recourt très précisément à cette métaphore, qui est d'une tonalité bien sûr très pascalienne, lorsqu'il déclare au sujet de l'homme qui est embarqué dans l'existence que pour entrevoir la vérité, il faut avoir perdu de vue la rive. Et dit-il, nous avons perdu la rive et les jeunes la perdront après nous. Alors que signifie cette espèce de coïncidence entre les deux récits, si ce n'est une désynchronisation, une même expérience de désynchronisation des temporalités individuelles et historiques, autrement dit, l'incapacité désormais des hommes à faire leur propre histoire. C'est ça le point important. Il y a ce mythe de la faisabilité de l'histoire qui est en grande partie né de la Révolution, que Malraux a beaucoup porté, mais mai 68 en serait en quelque sorte, rétrospectivement, l'ultime soubresaut, peu avant la fin de l'histoire et puis l'entrée dans le régime du présentisme. Et tout en conférant au terme événement un sens décisif, parce qu'il parle de cet événement de 68 comme d'un séisme caché, Picon déconstruit lui aussi très clairement la portée de ce concept. Quelques années juste avant que Pierre Nora en annonce le retour, pour sa part, dans un article de 72 où mai 68 est qualifié d'événement monstre du fait de l'ubiquité et de l'immédiateté radicale que les médias contemporains ont conféré à cet événement. Mais évidemment, l'analyse de Picon et de Malraux est à l'exact inverse. Or, les télex ou journaux qui sont apportés par un huissier dans Au-deux Passage 3 n'ont pas cette importance que Nora vont lui accorder. Au contraire, tout joue dans le contrepoint entre ces télex qui reflètent l'événement comme urgence et le dialogue des deux amis, anciens amis, qui portent sur les mythes, l'inconscient, le progrès, la révolution, etc. Ce qu'ils nomment les hôtes de passage, d'où cette métaphore. Hôtes de passage, mythes qui ont colonisé l'humanité, qui l'ont attaqué comme des virus, ainsi qu'ils l'ont fait de Max Thorez, qui est, lui, face à ses étudiants prémunis désormais contre toute forme d'intoxication, et qui dit « Rien de meilleur que de voir ses étudiants atteints de sa propre maladie. Ça instruit tous ces mythes qui nous ont habités, pris le métro, partis sans laisser d'adresse. » Donc, chez l'un comme chez l'autre, la même formule idéologico-poétique, l'idée qu'il ne s'agit pas seulement de comprendre le monde, mais aussi de le changer, est totalement congédiée. Il y a Marx et Rimbaud qui sont en quelque sorte fusionnés. Et de cette méfiance à l'égard des mythes résulte une réflexion sur les conditions de production des discours qui est d'inspiration nietzschéenne, mais aussi, je vais pas, parce que je ne voudrais pas déborder, donc je vais passer sur ce point, il y a une allusion de la part de Picon à Foucault et aux mots et les choses qui est assez intéressante. Mais l'idée chez tous les deux qu'il y a une mutation des régimes d'histoire et des conditions même de vérité, idée que Picon pousse assez loin. Alors ce point est très important parce que Picon
dans son texte sur 68, ce texte sur 68 a pour envers un essai qui a été dirigé durant la guerre, entre 40 et 43, dont on a parlé, parallèlement d'ailleurs à l'étude sur Malraux, qui paraît à la Libération en 45. Ce texte est resté inédit à ce moment-là, c'est La vérité et les mythes, qui est une réflexion sur les rapports entre littérature et cinéma. Et elle est tout entière placée sous le signe de Malraux. Et Picon, il traite déjà de la jeunesse, de la question de la jeunesse, qui est définie comme cet instant où le monde se donne à l'homme, mais à la condition expresse. Il se donne à l'homme à la condition expresse que du présent à l'avenir, il y ait une continuité suffisante. Et bien plus, face à la barbarie fasciste, l'essayiste assimile le destin de cette jeunesse à un acte de refus, et pas le même, un refus qui exige d'avoir recours au mythe, comme Georges Sorel en avait développé la doctrine, tant il est vrai que la vérité se nourrit du mythe, peut nourrir, le mythe, mais ne peut en tenir lieu, pour cette liaison. Dans les jardins, donc ce que Picon liquide secrètement, c'est l'une de ses toutes premières entreprises intellectuelles. Il est vrai qu'à l'époque, la sensibilité du jeune philosophe le portait du côté de Nietzsche, on vient de le montrer, plutôt que du côté de Hegel, et il immunisait d'une certaine manière contre un rationalisme spéculatif, et il avait fait la lecture, bien sûr, du 18 Brumaire de Louis Bonaparte, qui lui avait appris que l'histoire se répète, il écrit, s'attarde, s'endort. Mais à l'époque, l'expérience de la défaite, du désespoir, né de la guerre, était néanmoins, avait pour horizon, pour contrepoids, le prolétariat international, porteur d'un humanisme mythique. Autrement dit, durant la guerre, tout espoir en l'avenir n'était pas perdu. Il n'en va plus de même en 68, puisque la belle dialectique entre raison et mobilisation est totalement faussée. L'histoire n'offre plus que le spectacle de non plus simplement de contretemps, mais de véritable hiatus. Lorsqu'il est chez Malraux comme chez Picon, mais surtout chez Picon, les étudiants ne sont plus qu'une caricature de ce qu'eux-mêmes ont été. Et Picon, qui est troublé par une puissante impression de déjà-vu ou déjà vécu, note qu'à l'inverse du retour des choses sans histoire, le retour des choses de l'histoire implique une sorte de régression, véritablement, un surplace. Alors, parmi les hasards objectifs perceptibles entre Les Jardins et Hôtes de Passage 3, il y en a un qui est encore plus étonnant, qui tient aux correspondances entre les deux institutions muséales dont j'ai parlé juste un peu avant, qui sont adjacentes à l'Action. Il y a le Louvre, qui est l'archétype depuis 1793 des lieux voués à l'entretien et l'exhibition des œuvres d'art, et puis le Luxembourg, qui était devenu, le musée du Luxembourg, qui était devenu à partir de 1818 le premier lieu consacré à l'art vivant. Et les œuvres réunies au Luxembourg étaient appelées à rejoindre, après la mort de leurs auteurs, le Louvre de l'autre côté de la Seine. Donc entre ces deux musées existait, jusqu'à l'apparition des avant-gardes, une circulation qui était destinée à couvrir tout le spectre des possibles en art. Alors, ce point est important parce que, sans conteste, les deux hommes se sont montrés réfractaires au mouvement, en partie pour des raisons politiques, mais surtout pour des raisons esthétiques. Et une certaine conception de l'art qui est parfaitement résumée par Picon dans un article paru dans Le Monde en 68, mais en août 68, c'est l'opposition entre conservation et contestation. La collaboration entre les deux hommes, avant 66, elle avait pour but la défense de ce que Picon appelle les valeurs de culture. Et l'émergence d'un art révolutionnaire qui est voué à détruire l'idée même d'art, est en quelque sorte ce qui les réunit. Mais néanmoins, c'est tout de même sur ce point qu'on peut toucher aux limites du parallèle que je viens d'essayer de faire. Il était question plus haut d'une différence ou d'une divergence de composition et de tonalité entre ces deux textes. Je vais essayer d'aller plus loin. Si divergence il y a, celle-ci concerne en fait les positions des deux auteurs dans le champ littéraire et esthétique. Il y a d'un côté un grand écrivain qui est parvenu dans la dernière phase de son œuvre, qui est admiré mais tout à fait isolé et coupé des avant-gardes. Et puis de l'autre, il y a un critique et essayiste dont les goûts qu'il manifeste sont en tension avec les responsabilités qu'il exerçait, d'où un certain brouillage, mais qui aspire à se réaliser comme écrivain. Et dès lors, leur réaction à la contestation étudiante ne peut que différer.
Chez Malraux, la fin de l'individualisme, qui est devinée à travers la révolte étudiante, la libération sexuelle ou l'usage des drogues, cette fin de l'individualisme, elle débouche sur une forme de nihilisme, parce qu'on n'existe qu'en se révoltant. Et c'est un danger que l'écrivain d'ailleurs ne cantonne pas qu'à la jeunesse, puisque à la toute fin du récit, il se fait offrir par Max Thorez une drogue qui apporterait le bonheur total et qui en réalité lui fait peur, parce que le bonheur total est une sorte de disparition de l'individu. En apparence, Gaëtan Picon pose le même constat, puisque le choc provoqué par les manifestations prend la forme d'un slogan qui est à la fois un mot d'ordre et une sorte de signe de ralliement. Ces slogans dont j'ai parlé, « Prends tes désirs pour des réalités ». Et l'auteur des Jardins y voit une sorte de date de l'histoire en raison notamment d'un enchevêtrement inédit entre sphère intime et sphère publique. Et oui, constate Picon, des foules étaient mobilisées, des barricades dressées, la rue conquise pour qu'y descende une histoire qui ne voulait être rien de moins qu'être tout, rien moins qu'être tout. Et c'est faute d'avoir traversé la guerre, longue attente sans lendemain enchanté, que la jeunesse des années 60 ignore, je cite Picon, qu'il n'existe pas d'action totale. Autrement dit, que l'action, si la pensée peut être ici et là, l'action ne peut être qu'ici ou là. Et donc, dans la démesure existentielle des étudiants, on reconnaît le vertigineux désir d'être tout qui avait été analysé par Bataille dans l'expérience intérieure. Mais ce n'est pas tout, parce que pour Picon, les Jardins du Luxembourg se situent à l'intermédiaire des deux œuvres grâce auxquelles il est devenu écrivain, cet écrivain qu'il voulait être. Et dans le premier livre, il dit que je venais d'achever dans les Jardins. Dans le premier livre, donc, je m'étais enfin décidé à parler en mon nom personnel, mais surtout avec toute ma personne. J'avais voulu tout dire, laissant ainsi échapper toute une partie de son expérience, la plus extime en quelque sorte. Et le second livre, qui est pensé comme nouveau, s'est avéré, en fait, en tout point semblable au précédent, parce que s'y jouait le même interdit, de tout dire. Donc, Un chant de solitude et L'œil double forment une sorte de diptyque dont les Jardins représentent le panneau central. Or, L'œil double traite d'un vieux compagnon dont l'auteur de L'œil double désire se séparer afin d'échapper à son influence paralysante. Et de toute évidence, cet homme à qui le lie un intense sentiment d'admiration, mais dont il subit la personnalité démesurée et même une certaine forme de malveillance, n'est autre que Malraux. Alors, est-ce qu'il y a là quelque chose d'un peu étrange? On pourrait y voir une sorte de clé biographique, bien sûr, mais Picon a choisi de faire connaître avec L'œil double l'interprétation la plus intime qu'on pourrait donner de son parcours, notamment dans son lien avec Malraux, alors qu'il n'a pas publié une interprétation qui était plus politique, qui était celle de ces jardins qui ont été refusés par la revue, mais qu'il n'a pas publié. Donc, être tout, la question s'est posée avant tout pour Picon, en tant qu'écrivain, à un moment où il ne se posait plus pour Malraux en ces termes. Il y a un passage des Jardins qui en rend parfaitement compte au sujet des espoirs révolutionnaires de la jeunesse. On lit cette remarque qui est placée entre parenthèses. Donc, ces espoirs révolutionnaires, fût-ce par des moyens violents, la fin justifiant les moyens, si la fin est indiscutable et suffisamment proche pour nous donner la certitude que nous ne vivrons pas indéfiniment dans le temps des moyens. Et là, il y a une référence, bien sûr, tout à fait évidente à un grand texte de Blanchot, La littérature et le droit à la mort. Blanchot, à qui Picon avait consacré en 1956 2 articles très importants parus dans Critique. Je ne vais pas lire la citation, mais elle est connue, notamment de Denis Ollier, de Blanchot. Mais le point important, c'est que ce que Blanchot assumait en 1949, à savoir le recours à la terreur politique comme étalon pour penser la littérature, en 1968, cela est retourné par Picon. Autrement dit, pour lui, l'accès à une littérature conçue comme un processus absolu, ne se prévalant que de lui-même, sans autre finalité que lui-même, cette littérature, elle n'est possible qu'à condition de se détourner de la politique et de ses dérives, les dérives dont celle-ci est porteuse. Donc, tout repose sur ce point. Et alors que Malraux répond à Max Thorez, qui l'interroge sur la suite de ses mémoires, Malraux répond « Je n'écris plus », ce qui est une sorte de boutade, bien sûr.
dans le cas de Picon, il y a une angoisse très grande à l'égard, dans le rapport à la littérature. Angoisse que l'on voit notamment dans tout un champ de solitude, dans l'ensemble d'un champ de solitude, dans lequel Picon se décrit comme n'ayant pas encore écrit, se tenant toujours au bord de l'écriture en quelque sorte, et d'une écriture qu'il décrit d'ailleurs non tant sur lui-même, écrire non tant sur moi-même, sur les événements ou les sentiments de ma vie, qu'avec tout moi-même. Donc la question du tout, écrire avec tout, reste toujours pour lui un enjeu, une sorte d'impossibilité, mais une sorte d'exigence qui subsiste continuellement. Ce qui est dit d'ailleurs dans ce très beau texte « Écrire c'est », qui a été publié en 72, où il dit, entre parenthèses, là aussi d'ailleurs c'est intéressant qu'il y mette toujours entre parenthèses les points essentiels, « Écrire vraiment, c'est écrire non de nous-mêmes, mais avec tout nous-mêmes ». Donc on voit bien ce qui les oppose, et je conclus sur ce point, ce qui les sépare, au moment même où ils se retrouvent de façon presque subliminale dans les limbes, comme ça, totalement, où ils dialoguent vraiment, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire au cours de leur vie et de leur collaboration, où les deux hommes se rejoignent sans se croiser, sans se lire, néanmoins, malgré cette gémellité profonde qui a été ignorée par Malraux, mais que Picon sentait, dont il était en quelque sorte vraiment porteur, et un peu obsédé, comme le montre l'œil double, malgré cela, ils sont dans des positions très différentes, une position qu'on pourrait comparer à celle de Chateaubriand, une sorte d'au-delà de l'histoire, une écriture depuis la position qui est celle de Lazare, donc, et presque d'une certaine manière aussi un au-delà de la littérature telle qu'elle se formule, se pense à cette époque-là, notamment par Blanchot ou par d'autres, alors que Picon, lui, l'affronte de manière beaucoup plus forte que beaucoup d'écrivains même à l'époque, et surtout l'affronte en inventant, ce qui me semble, enfin ça donnerait lieu à une autre communication, je ne vais pas la faire évidemment, mais en inventant une forme d'autobiographie qui annonce quelque chose que l'on connaît bien aujourd'hui ou qui a trait à cela, une autobiographie presque anonyme qui est proche d'une modernité qui avait été celle de Blanchot, Beckett, Louis-René Desforêts, une sorte de voix ou une parole sur soi qui se réduit à un filet de voix, ce qui a été analysé notamment donc, par Dominique Rabaté dans un essai sur l'épuisement de la littérature. Voilà, j'espère que j'ai été un bon père de famille. Pardon, je m'appuie. Tu as parlé exactement 30 minutes. Ah. Alors, ce qui est très, très intéressant avec ta communication, c'est l'œil de Malraux, en quelque sorte, hein, se superposant au propre regard de Picon. Et la lecture donc, que tu fais des jardins du Luxembourg semble intérioriser, en quelque sorte, le regard de ce grand autre, hein, dans le texte même de Picon. Ça, c'est tout à fait passionnant. C'est une hypothèse de lecture vraiment très, très, très féconde. Il y a un point. Alors, certes, Picon a varié depuis l'époque de la vérité et les mythes. Les situations ne sont pas du tout comparables. Nous sommes là dans ce que l'on a appelé un peu plus tard ou à peu près au même moment, dans le moment post-structuraliste, hein, qui va encore plus loin que ce que Picon dénonçait dans le structuralisme. Mais il y a un point sur lequel il n'a pas varié. C'est cet espace intermédiaire entre le domaine de la connaissance, du savoir, avec le détachement qu'il suppose, et le domaine du mythe, c'est cet espace réservé à soi. C'est tout de même assez extraordinaire qu'à l'histoire, il réserve la place d'une annexe, en quelque sorte, tu vois, hein, et il réclame cette distance ou ce retrait. Autrement dit, il refuse que le sujet soit toute histoire. C'est cette totalisation par l'histoire qu'il refusait. C'est en quoi il est assez seul, pour le coup. Hein. C'est un point extrêmement important. Et donc, par rapport à 68, il dit « changer la vie, oui. Transformer le monde, oui. Mais changer le monde, changer de monde, non. » Et c'est pour ça qu'il veut maintenir ce lien entre le présent et le passé. Et ce pouvoir, tu en as parlé, de projection du présent vers l'avenir. Mais
Autre point important, une anticipation dans les limites d'une vie humaine. Je ne sais pas si tu as été frappé par cette insistance sur le cadre, les limites. Il ne s'agit pas de vouloir accomplir aujourd'hui la société que l'on rêve pour 2 siècles plus tard. Oui, notamment ces limites, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et ces limites, elles tiennent au fait que le musée ne joue pas du tout le même rôle chez lui que chez Malraux. Ah oui. Et notamment l'idée du musée imaginaire, en réalité, c'est une forme d'intériorisation de l'art en tant que critique, ce que Malraux n'est pas, même dans les essais sur l'art, c'est pas de la critique comme Picon va l'écrire, va la développer. Donc il y a un rapport à l'art qui est beaucoup plus intériorisé que chez Malraux de ce point de vue. Ouais.